De tout temps, l'homme a essayé de mesurer la Terre et de la situer dans le système solaire afin de fixer les limites de ses conquêtes et de tracer les grands itinéraires de ses voyages. Les Romains, dès le IIIe siècle, dressèrent une carte du bassin méditerranéen où la France avait alors une silhouette écrasée, presque méconnaissable, silhouette qui s'affinera au cours des siècles avec l'évolution des techniques cartographiques. La première carte imprimée en France, publiée par l'astronome Oronce Fine au XVIe siècle, marque déjà un réel progrès. Mais ce n'est que 100 ans plus tard que les techniques se perfectionnent, ce qui nous vaut une très jolie carte des Pyrénées due au géographe Roussel. Puis au XVIIIe siècle, paraîtra la première carte de France appuyée sur un réseau de points de repère, la carte de Cassini. Elle est remplacée au siècle suivant par la carte dite de l'état-major au 80 millième, remarquable document qui couvre toute la France, mais qui, vieux hélas de près d'un siècle, est insuffisant à notre époque où le développement économique du pays exige une carte à grande échelle, très exacte et très claire. C'est pour répondre aux besoins modernes qu'ont été conçues la nouvelle carte de France au 20 millième et sa dérivée, la carte au 50 millième. Cette carte couvrira toute la France découpée en 1100 feuilles. Chaque petit rectangle représente une portion de territoire de 28 km sur 20 en moyenne. L'organisme officiel qui dresse les cartes de la France et de tous les territoires de l'Union française s'appelle l'Institut géographique national. Héritier de l'ancien service géographique de l'armée, il est depuis sa création en 1940 rattaché au ministère des Travaux publics. Les images qui vont suivre ont pour but de résumer pour vous les multiples activités de terrain, de bureaux et de laboratoires de l'Institut géographique national, qui a pour mission l'exécution de tous les travaux de géodésie, c'est-à-dire l'établissement de 75 000 points servant de base à la carte. Le nivellement général de la France, matérialisé par 280 000 repères, dont l'altitude est déterminée par des nivellements de précision. La couverture photographique aérienne de tout le territoire. La transformation de ces photographies en levées topographiques au moyen d'appareils spéciaux fort compliqués qui permettent d'obtenir, à partir de la photo, le tracé du dessin complet de la carte à l'échelle voulue. Puis enfin l'édition cartographique, c'est-à-dire l'ensemble des procédés de dessin, de reproduction photomécanique en vue de la gravure sur zinc de l'image de la carte à imprimer, pour terminer par l'impression en grande série des cartes établies en plusieurs couleurs. Ce rapide sommaire a voulu schématiser le cycle complet de l'établissement d'une carte jusqu'à sa vente au public. Revenons en arrière et supposons que la France soit dépourvue de tout document cartographique. À partir d'un point fondamental déterminé par des observations astronomiques, furent établies des chaînes, dirigées suivant des méridiens et des parallèles, de façon à couvrir le territoire d'une sorte de grille composée de triangles dont les côtés atteignent 60 km. Cet ensemble de chaînes constitue l'ossature de la nouvelle triangulation de la France. Ainsi, la France fut découpée en très grands quadrilatères par des chaînes géodésiques calculées en un seul bloc pour atteindre l'homogénéité indispensable. Puis on remplit les espaces compris entre les chaînes par un vaste filet de mailles triangulaires dont chaque nœud est un point géodésique. Ce réseau primordial doit être ensuite complété par un réseau de détails de façon à réaliser une densité de 1 point géodésique tous les 3 km. Point géodésique matérialisé sur le terrain par des bandes en granit qui marquent l'endroit précis où sont faites les mesures pour obtenir les coordonnées du point, latitude, longitude et altitude. C'est au centre de la France, dans un vaste dépôt,
qu'est stocké le matériel nécessaire à l'équipement de toutes les missions opérant dans la métropole. Un embranchement particulier permet l'expédition par voie ferrée du matériel lourd, signaux et bornes géodésiques entre autres. Mouvement considérable puisque chaque année, on ne compte pas moins de 140 wagons expédiés ou reçus. L'Institut géographique national entretient un parc automobile important, groupant tous les types de véhicules, afin de motoriser les missions, appelées brigades à l'IGN, au mieux de leurs besoins particuliers. Avant chaque campagne d'été, les chefs de mission viennent au dépôt percevoir leurs instruments, leur matériel de campement et leurs véhicules. Ainsi, chaque année, se forment environ 80 détachements autonomes qui vont parcourir la France en tous sens. Puis, c'est le départ en brigade. Partir en brigade, c'est quitter le foyer familial pendant 5 ou 6 mois, mais c'est aussi mener une vie au grand air, très active, sportive, souvent inconfortable, mais qu'importe, une vie où les joies et les fatigues sont étrangement mêlées. Métier tout à la fois ingrat et attachant, qui procure non seulement une liberté d'action appréciable, mais aussi des satisfactions professionnelles indéniables. L'établissement de la nouvelle triangulation de la France donne lieu à des opérations multiples, dont la première est une reconnaissance détaillée du terrain. Reconnaissance au cours de laquelle seront choisis les emplacements des stations d'observation appelées points géodésiques. Les missions de reconnaissance en montagne ont pour tâche de préciser l'emplacement de ces futurs points géodésiques dont le choix a été déterminé, dégrossi, à la suite d'un avant-projet établi sur les documents cartographiques existants déjà. Il s'agit maintenant d'aller vérifier sur place si le point peut convenir. L'aide qui escalade cet éperon porte sur son dos un théodolite avec lequel l'ingénieur exécutera au sommet un tour d'horizon de reconnaissance. L'opérateur va observer l'horizon crête après crête pour vérifier si les visées passent, c'est-à-dire pour s'assurer que les autres points d'observation du réseau projeté sont bien visibles du point stationné. En plaine, la reconnaissance est plus compliquée qu'en montagne. Si l'accès des points est généralement plus facile, d'autres servitudes s'imposent. Il faut placer l'observateur à une hauteur suffisante pour que d'éventuels masques, rideaux d'arbres, crêtes, bâtiments, ne viennent intercepter les visées. Les missions de reconnaissance utilisent des échelles, observatoires démontables, que l'on élève aux emplacements supposés des futurs points géodésiques. Ici, à 8 mètres du sol, on dépasse déjà la ferme qui nous empêchait de viser un point de détail choisi sur un mamelon voisin maintenant visible. La visée passe. Mais certaines crêtes lointaines gênent encore le passage d'autres visées. On élève alors l'observatoire, quelquefois jusqu'à une hauteur de 50 mètres. Cette élévation du point de station de l'observateur est nécessaire pour compenser l'abaissement du point visé dû à la rotondité de la Terre. Car la courbure de la Terre est telle qu'une visée de 40 km, visée normale en premier ordre, entraîne un abaissement du point visé de 100 mètres environ. Il faut donc pratiquement utiliser les points culminants du terrain, puis une fois l'échelle montée, identifier à la longue vue les points géodésiques recherchés et déterminer ensuite la hauteur de l'observatoire qu'il faudra construire à l'emplacement de l'échelle. Ces observatoires, de différents types selon les hauteurs exigées et selon l'importance du point stationné,
supporteront les instruments au moment des mesures d'angle. L'intérieur de ce signal de 39 mètres est protégé des rayons du soleil par un coffrage en bois, isolant thermique destiné à diminuer la torsion du support d'appareil au moment des mesures. L'importance d'un tel équipement a nécessité la formation de brigades spécialisées dans la construction des signaux géodésiques. Ces brigades installent, de préférence au centre de la zone à équiper, un entrepôt où tout le matériel est minutieusement trié, classé et entretenu. Les détachements de construction viennent y puiser les éléments des signaux à construire, signaux qui, pendant 6 mois, seront montés et démontés plusieurs fois à la demande des observateurs, selon le rythme des travaux de mesure. La plupart des signaux sont métalliques, construction légère mais stable, offrant peu de résistance au vent, et composée de cornières boulonnées faciles à assembler. Les monteurs édifient simultanément 2 charpentes indépendantes n'ayant aucun point de contact. Le pylône intérieur servira de pilier pour les instruments et le tripode extérieur supportera les observateurs. À l'aplomb de ce signal, on scelle un repère souterrain qui marque l'emplacement exact du point géodésique, signalé également par une borne implantée à la verticale du repère. S'il est nécessaire de construire des signaux élevés, au point de la triangulation primordiale surtout, par contre, en géodésie de détail, la plupart des points sont signalés par des mires au sol, construites par les observateurs, qui se chargent également de l'implantation des bornes. Une faible charge de dynamite suffit généralement pour faciliter l'excavation en terrain rocheux. Les points géodésiques ayant un intérêt public et permanent, il convient de les matérialiser de façon précise et durable. Il est nécessaire en effet que le réseau géodésique, dont l'établissement demande tant de soins et tant d'efforts financiers, reste utilisable non seulement pendant la période immédiate des travaux, mais aussi pendant plusieurs dizaines d'années. Dans certains cas, on se contente de sceller dans la roche un repère en bronze et de construire, lorsque les vues sont bien dégagées et que les mesures d'angle peuvent se faire du sol, un pilier en maçonnerie sur lequel on posera les instruments. Au moment des observations, une baraque coiffera le pilier et préservera des intempéries et du soleil les appareils et les observateurs. Le pilier est surmonté d'un socle triangulaire centré à la verticale du repère géodésique, socle sur lequel repose l'appareil appelé cercle azimutal. Cet instrument de mesure d'angles horizontaux a été construit d'après les directives données par l'IGN. Il est surtout employé pour les observations de premier ordre, car sa lunette de fort grossissement permet de pointer à longue distance, 70 à 80 km. La mise en station terminée, les observations vont pouvoir commencer. Supposons que l'appareil soit placé en un point central du réseau reconnu. Les points visés sont figurés par des triangles noirs et les futurs visés sont tracés en tireté. Le premier angle mesuré sera celui compris entre la direction d'une mire et celle d'un projecteur ou d'un miroir que l'on voit scintiller. Puis seront mesurés
tous les angles compris entre toutes les directions des autres points du tour d'horizon, signalés par des clochers, des signaux ou des réservoirs. Connaissant les angles des triangles successifs et la longueur d'un côté de départ, il sera possible de calculer de proche en proche les distances entre les points géodésiques. Ici, la lunette du cercle est pointée en direction d'une crête lointaine sur laquelle est construite une mire que va viser l'observateur. Puis la lunette est dirigée vers un autre point du tour d'horizon. Le nouveau point visé est signalé par un miroir solaire dont on aperçoit le feu à l'horizon. Cet appareil très simple, bien centré au-dessus du repère géodésique, se compose d'un jeu de 2 miroirs plans qui, convenablement orientés, donnent une image lumineuse, très brillante, très ponctuelle, que l'opérateur au cercle, stationné à l'autre extrémité de la visée, pointera dans d'excellentes conditions. Chaque angle est mesuré de très nombreuses fois et les observations sont réparties sur plusieurs jours. Elles se poursuivent jusqu'au coucher du soleil sur mires et sur miroirs. Puis, dès que la nuit tombe, mires et miroirs solaires sont remplacés par des projecteurs. Hier, un point au sol, aujourd'hui un sommet de cathédrale. Certains édifices très élevés constituent des observatoires remarquables qu'il est facile d'aménager à peu de frais, comme la cathédrale d'Orléans, dont les géodésiens, défiant tout vertige, ont équipé une des tours pour installer leur appareil à 83 mètres au-dessus du sol. Ainsi, jour après jour, mission après mission, se tisse lentement mais méthodiquement le canevas géodésique à raison d'un point tous les 3 km, rappelons-le. Canevas indispensable et tant attendu par les géomètres, les hydrologues, les urbanistes et en général tous les techniciens des services publics et des entreprises privées qui ont la charge des grands travaux d'intérêt national. Et le géodésien, toujours très pressé, toujours sur la brèche, voltige d'un point à un autre, soucieux de fermer ses triangles le plus rapidement possible. C'est au prix de gros efforts car bien des difficultés entravent la bonne marche des travaux. Le mauvais temps, trop souvent, est son principal ennemi. Il contrarie tous ses projets et bouscule tous ses plans de travail. Il faut alors arracher chaque point à force de patience et de ténacité. Sans souci du confort, l'observateur campera le plus près possible de la station. Et là, en attendant un temps plus clément, il pourra se reposer, se restaurer. Puis, dès que le ciel se dégagera, il remontera très vite au point où, direction par direction, il terminera sa station. En plus du mauvais temps, bien d'autres difficultés défient le géodésien qui doit quelquefois affronter la montagne et parfois la haute montagne. Ce fut le cas dans les Alpes, au point géodésique du Pelvoux, dont la pointe Durand culmine à 3932 mètres. Elle fut escaladée pour la première fois par un géodésien en 1828.
Un matin de juillet 1949, partait de la sombre vallée d'Elfroide, encore tout embrumée, une silencieuse colonne de gens et d'animaux mal réveillés, encore fatigués des longues courses des jours précédents. Pour équiper et stationner le Pelvoux, il a fallu réunir tous les moyens des 3 brigades géodésiques qui opéraient dans la région. Ces mulets vont transporter le plus haut possible notre campement, les vivres pour plusieurs jours et tout le matériel nécessaire à la construction de la mire, y compris le sable, le ciment et les outils. À mi-chemin du premier refuge, les mulets sont arrêtés par une barre rocheuse. Nous sommes obligés de tout décharger et de transporter le matériel à dos d'homme et de faire plusieurs voyages jusqu'au refuge Le Mercier, notre première étape, située à 2700 mètres d'altitude. Là, nous allons passer une partie de la nuit et le lendemain, après 3 heures d'ascension, de nuit à la lanterne, nous abordons les glaciers au lever du soleil. Voici les porteurs des montants de la mire préfabriqués en aluminium qui sera construite au sommet. Bien que dans ce genre d'ascension, les géodésiens choisissent sans doute les voies d'accès les moins difficiles, la montée au sommet est malgré tout très pénible pour des hommes lourdement chargés. Le Pelvoux a été stationné pendant plusieurs semaines par des équipes d'observation qui se relayaient au sommet où leur tente était montée à 20 mètres de la mire. Ainsi se termine ce reportage au point géodésique le plus élevé de France. Il a tenté de vous montrer l'importance des moyens mis en œuvre pour équiper certains points difficiles. Les mesures d'angle terminées, nous voudrions maintenant vous décrire 2 autres opérations très importantes qui incombent également aux géodésiens. Ce sont, d'une part, la mesure de quelques bases, longueur directement déterminée sur le terrain, d'autre part, quelques stations astronomiques de position. Après avoir mesuré tous les angles horizontaux d'un réseau géodésique, on peut obtenir de proche en proche, par le calcul, la longueur de tous les côtés des triangles à partir d'une base initiale. En fin de chaîne, on mesurera la longueur d'un autre côté, dit base de fermeture. La confrontation des résultats obtenus d'une part par le calcul et d'autre part par la mesure directe des bases sur le terrain permettra un réajustement des chaînes de triangles qui seront ainsi remises à l'échelle. Par exemple, pour remettre à l'échelle la triangulation des Alpes et de la Provence, une base géodésique fut mesurée près d'Antibes. Base matérialisée à ces 2 termes par des panneaux entre lesquels on va aligner sur les 7 km d'une grève sensiblement rectiligne des trépieds espacés de 24 mètres. Parti d'un des termes, l'opérateur stationne le premier trépied aligné et de proche en proche, il aligne les suivants au centimètre près. Ces trépieds serviront de support aux extrémités d'un fil de mesure en métal invar, long de 24 mètres, qui sera reporté autant de fois qu'il le faudra pour mesurer la longueur totale de la base. Puis, par des opérations de nivellement de précision, on détermine la différence de niveau entre chaque trépied afin de réduire à l'horizontale chaque portée de 24 mètres, mesurée au fil invar selon la pente naturelle du terrain. Ensuite, l'équipe de mesure déroule les fils, opération qui nécessite les plus grands soins, car la moindre torsion, le moindre choc, modifierait la longueur de ces fils, étalonnés avant et après la mesure de base par le Bureau international des poids et mesures, à quelques centièmes de millimètre près. La mesure se fera avec 3 fils, transportés par 2 aides qui suivront les opérateurs avec précaution pour éviter toute tension brutale et tout choc à terre ou entre fils. On appelle portée l'intervalle entre 2 trépieds. Sa longueur est de 24 mètres, plus ou moins quelques millimètres.
Chaque portée sera mesurée avec 3 fils différents. En fin de mesure, nous aurons donc 3 valeurs de la longueur de la base, valeurs dont on adoptera la moyenne. Le lecteur apprécie la pointe au dixième de millimètre sur une réglette graduée qui se déplace devant un repère. Le fil est placé dans le même alignement que les trépieds, sous une tension de 10 kg à chaque extrémité. Dès que le fil est en équilibre, la réglette est immobilisée par le lecteur et les lectures recommencent. Pour chaque portée de 24 mètres, 30 lectures, soit pour la base entière qui comptait 290 portées, environ 9000 lectures par opérateur. Quand la mesure de la base est terminée dans un sens, on la reprend en sens inverse et on fait la moyenne des 2 résultats. À Antibes, on a trouvé une différence de 5 mm entre les 2 mesures. En dernier lieu, la base est rattachée au réseau observé par des opérations classiques de mesure d'angle. Toujours dans le cadre des opérations géodésiques, voici quelques images d'une station astronomique. Le géodésien, soucieux de réorienter les chaînes, peut-être légèrement déviées par suite de l'accumulation des erreurs d'observation, fera le point, comme un peu le marin le fait en mer, par des observations sur les astres. Il va déterminer la latitude, la longitude et la direction exacte du méridien de la station. L'instrument utilisé est un théodolite relié à une installation d'enregistrement du temps située sous abri à proximité de l'appareil. Pour la plupart des déterminations astronomiques, la connaissance très précise de l'heure est indispensable. Un récepteur radio, construit dans les laboratoires de radioélectricité de l'IGN, permet l'écoute des signaux horaires émis par les différentes stations mondiales. Signaux horaires qu'un amplificateur transmet à un chronographe imprimant. Sur cette bande sont enregistrés les signaux horaires captés par radio au centième de seconde et les heures des pointées faites au moment des passages d'étoiles. Après dépouillement de la bande, on connaîtra l'heure très exacte de chaque pointée. Les résultats de ces observations astronomiques, longues et minutieuses, conduiront au calcul de la longitude, de la latitude de la station, ainsi que de l'azimut d'une direction de référence. Le canevas géodésique est rattaché à un réseau de nivellement de précision dont les repères servent de base à toutes les déterminations d'altitude pour l'ensemble du pays. Réseau de nivellement dont l'origine est un repère situé à l'intérieur d'un bâtiment construit au bord de la Méditerranée près de Marseille. Ce repère matérialise en France l'altitude 0. Point de départ de tous les cheminements de nivellement, il est rattaché au niveau moyen de la mer par l'intermédiaire d'un marégraphe, appareil qui enregistre les variations des marées. Le réseau de nivellement de précision se développe sur de longs itinéraires, voies ferrées, routes et rivières. Il a ses propres repères, des consoles en fonte scellées sur les bâtiments des gares, comme ici, et en général partout où il est nécessaire de connaître l'altitude du lieu, déterminée avec une erreur moyenne de l'ordre du centimètre. Les brigades de nivellement de précision opèrent par courtes portées horizontales à l'aide d'un niveau à lunettes placé à mi-distance entre deux mires en métal invar portant des graduations divisées au dixième de millimètre. Les niveleurs parcourent ainsi toutes les voies de communication et constituent petit à petit, par portée de 60 à 80 mètres, un réseau à mailles serrées qui comptera pour toute la France 220 000 km de cheminement matérialisés par 280 000 repères.
Les deux mires sont posées bien verticalement sur des supports en fer. Et la différence d'altitude entre les deux points, où reposent les mires, est donnée par la différence des lectures faites sur les deux mires. Par la même méthode, le service du nivellement de précision procède également à l'établissement de profils de cours d'eau, si nécessaire à tous les travaux d'aménagement hydroélectrique. Au cours de la reconnaissance du torrent, l'opérateur choisit les endroits qu'il stationnera au niveau et fait poser les repères par ses aides. Il faut que ces repères soient bien visibles, faciles à retrouver, proches du cours d'eau bien entendu, et scellés dans un rocher dur de conservation à peu près certaine. Ainsi, le cheminement remontera jusqu'à la source du torrent en suivant celui-ci le plus fidèlement possible, en dépit des obstacles. Nous venons de participer, sur le terrain, à de nombreux travaux de géodésie et de nivellement. Nous savons maintenant comment est déterminée la position, en planimétrie et en altitude, de chacun des points d'appui de la future carte. À la fin de la belle saison, les missions rejoignent Paris. Là, pendant les mois d'hiver, les résultats obtenus seront mis au net, tandis que le matériel subira une révision totale dans des laboratoires de contrôle dont les salles sont climatisées et équipées de piliers très stables. La sauvegarde de la précision, pendant toutes les opérations qui concourent à l'établissement de la carte, est le souci constant de tous les techniciens de l'IGN, opérateurs de terrain comme spécialistes des ateliers et des laboratoires. Pour conserver cette précision, il a fallu créer des bureaux d'études qui s'emploient à perfectionner les méthodes et les appareils. Il a fallu aussi équiper des laboratoires de contrôle où les instruments sont minutieusement vérifiés à leur sortie d'usine et entre chaque campagne par un personnel hautement qualifié. Les déterminations astronomiques nécessitent une très bonne connaissance de l'instant de chaque observation. Les laboratoires de radioélectricité de l'IGN élaborent les appareils de réception des signaux horaires. Ils vérifient la marche des garde-temps qui seront utilisés sur le terrain par comparaison avec les indications d'une horloge à quartz ou avec la réception de fréquences étalons provenant du Bureau international de l'heure. Laissons les techniciens des laboratoires de contrôle poursuivre leur minutieuse vérification d'appareils et transportons notre caméra dans l'une des salles de calcul du service de la géodésie. Là, des spécialistes dépouillent les documents rapportés par les observateurs, puis, à partir des éléments mesurés sur le terrain, angles et longueurs, ils vont calculer les coordonnées des repères terrestres, les points géodésiques. Long calcul, toujours fort complexe, qui nécessite l'emploi de machines à calculer électriques à grande capacité. La plupart des calculs provisoires sont exécutés par les observateurs à leur retour de mission, mais les calculs définitifs sont l'œuvre de calculateurs sédentaires qui, à longueur d'année, vont exploiter les résultats des différentes missions.
Depuis quelque temps, le bureau technique de la géodésie dispose de machines électroniques qui permettent la résolution rapide de systèmes pouvant comporter des centaines d'équations avec des centaines d'inconnus. Chaque point géodésique a pour fiche d'identité une carte perforée, nourriture habituelle de la machine électronique. Sur cette carte seront notés, en un système numérique conventionnel, le signalement de chaque point et les valeurs provisoires de ses coordonnées. Une trieuse électrique classe toutes les cartes perforées, soit par région à calculer, soit par formule de calcul. Les systèmes d'équations sont traduits en circuits électriques. On affiche sur un tableau les coefficients des formules à appliquer. Puis ce tableau est mis en place sur la machine. Tel un poste d'aiguillage électrique, il commandera le cycle des calculs. Cet équipement moderne permet d'effectuer rapidement des calculs d'ensemble nommés compensation. Ces calculs intéressent tous les points d'une même région, d'une même zone, si bien que les petites erreurs qui entachent les observations et les mesures sur le terrain sont réparties ou corrigées, ce qui conduit à une indispensable homogénéité. Certains calculs simples, exécutés en 20 minutes par un calculateur entraîné, sont terminés en 5 secondes par la machine électronique. Nous arrivons à la dernière phase de la géodésie, la publication des résultats sous forme de listes et de cahiers de coordonnées des 75 000 points géodésiques de la nouvelle triangulation de la France. Triangulation qui va servir de canevas à la nouvelle carte et aussi à tout l'élevé à grande échelle de tous les services publics, en particulier ceux du cadastre. Vous avez pu voir quels moyens il a fallu mettre en œuvre pour parvenir à ce résultat, qui, pour chaque point géodésique, se résume simplement par 3 nombres, ses 2 coordonnées et son altitude. Quand la géodésie est terminée, la carte n'est pas faite pour autant. Le levé de la carte était au siècle dernier et jusque vers 1930 uniquement le travail des topographes qui, inlassablement, parcouraient le terrain avec leurs planchettes et leurs jalons et qui dessinaient la carte au fur et à mesure de leur progression. Actuellement, l'avion photographe tient le rôle essentiel puisque les cartes sont dressées à partir des photos aériennes. C'est pourquoi l'Institut géographique national est chargé de l'exécution de la couverture photographique de la France métropolitaine et de tous les territoires de l'Union française. À cet effet, il dispose de moyens propres de prise de vue aérienne. Une base particulière installée aux environs de Paris compte 16 avions photographes dont le nez, remarquons-le au passage, est entièrement vitré pour dégager le champ de vision du navigateur. Le groupe d'escadrilles photographiques de l'IGN est une formation autonome qui assure elle-même les travaux d'entretien et de révision des avions dont elle a la charge. Les avions photographes comportent tous une trappe par laquelle un système de treuil à commande électrique permet de hisser à bord les appareils de prise de vue. Voici la montée d'une chambre de prise de vue, chambre qui est placée sur une suspension fixée à demeure sur l'avion. On aperçoit au premier plan
les magasins à plaques qui seront posés sur la chambre au moment de la prise de vue. Après cet aperçu rapide sur les installations de la base aérienne de l'Institut géographique national, nous allons participer à une mission photographique à bord d'un avion quadrimoteur B-17. Dès qu'un avion photographe de l'IGN a quitté la piste, le responsable à bord n'est plus le pilote, mais le navigateur. Car la réussite d'une mission de prise de vue dépend essentiellement de la qualité et de la régularité de la navigation. Le navigateur repère sa route à vue. Il identifie les points du sol à l'aide d'un viseur qui permet, grâce à son prisme de tête orientable, un balayage presque total du terrain survolé. Il repère sur les cartes établies antérieurement les axes de passage que l'avion devra suivre au moment de la prise de vue. Pendant ce temps, le photographe prépare ses magasins et règle ses instruments. Puis, dès que l'avion atteint son altitude de prise de vue, il effectue, en accord avec le navigateur, des mesures de vitesse et de dérive. Suivant la valeur de la dérive, il donne à la chambre photographique l'orientation désirable par rapport à l'axe de vol de l'avion. La cadence de prise de vue, fonction de la vitesse de l'avion, est réglée automatiquement par un appareil chronométrique. Lorsque tout est prêt, le navigateur donne l'ordre de prise de vue au photographe qui déclenche le cycle de fonctionnement de l'appareil photographique. À partir de ce moment commence automatiquement la photographie du terrain, toujours faite à axe vertical, à une altitude commandée par l'échelle, 3000 mètres en France et 6000 outre-mer. Le terrain est photographié par bandes rectilignes et parallèles. La mission terminée, l'avion rejoint la base où les plaques sont aussitôt développées. Un premier jeu d'épreuve est ensuite tiré sur papier. Les photos sont triées, puis assemblées. Le cadre en bois figure les limites d'une feuille au 50 millième, soit une zone de terrain de 20 km sur 28, couverte par 80 clichés environ. Dans la même bande, chaque cliché recouvre son voisin à 60%. La carte sera établie à partir de la zone commune aux deux photographies, zone examinée en vision stéréoscopique. Pour l'instant, on dessine un tableau d'assemblage de la mission par coupure de la future carte.
Après chaque mission, les plaques et les épreuves correspondantes sont classées dans une photothèque où sont conservés 1 500 000 clichés. Cette photothèque nationale a été constituée par décret sous le nom de Centre de documentation de photographie aérienne. Elle a pour tâche d'assurer l'archivage et la diffusion de toutes les prises de vues aériennes concernant la métropole et les territoires de l'Union française. Des épreuves photographiques sur papier, obtenues par contact ou par agrandissement, sont tirées sur demande pour le compte des collectivités publiques ou des particuliers. Mais tous ces clichés, toutes ces photographies sont surtout destinées à alimenter les services de l'IGN chargés de transformer ces photographies en documents cartographiques. Toutefois, cette transformation n'est possible qu'après quelques opérations sur le terrain. Il faut en effet, pour établir la carte à partir des photographies, identifier sur chacune d'elles un certain nombre de points qui seront déterminés en planimétrie et en altitude. C'est le travail des brigades de stéréopréparation. Ce canevas de points identifiés sur les photographies s'appuie d'une part sur le réseau géodésique et d'autre part sur le réseau de nivellement général de la France. Les opérations sur le terrain sont faites par les procédés habituels de la triangulation. L'opérateur examine au stéréoscope chaque couple de photographies et pique avec soin le point identifié. Ici, par exemple, un pignon de ferme. Nous n'insisterons pas davantage sur cette opération qui permet la liaison entre les photographies aériennes et les réseaux géodésiques de nivellement. Nous allons voir maintenant comment la carte est dressée à partir de la photographie. Les photographies préparées et les dossiers de calcul sont envoyés aux ateliers de restitution qui vont entreprendre le tracé de la carte. Le passage de la photographie à la carte régulière nécessite la mise en œuvre de techniques complexes et d'appareils de haute précision dits de restitution. L'Institut géographique national utilise des stéréotopographes Poivillier SOM. Les plaques photographiques à restituer y sont examinées par couple en vision stéroscopique. Elles sont placées sur des chambres de restitution, chambres qui doivent avoir les mêmes caractéristiques que la chambre de prise de vue avec laquelle a été exécutée la mission aérienne. Caractéristiques déterminées au moyen d'un appareil spécialement étudié, le photogoniomètre. On recherche ensuite deux chambres de restitution ayant les mêmes constantes de réglage que la chambre de prise de vue. Et sur les deux chambres choisies, on place les clichés. Les deux chambres doivent être orientées sur l'appareil de telle façon que les faisceaux perspectifs retrouvent la position relative qu'ils avaient au moment de la prise de vue, de manière à reconstituer une image en relief du terrain commun aux deux photographies. Cette reconstitution du terrain, dans ces trois dimensions, nécessite un grand nombre de réglages et de mesures de contrôle. Dès que les chambres seront en place, l'une par rapport à l'autre, la restitutrice aura devant les yeux une image en relief de la zone commune aux deux photographies. Elle verra également un index, petit point noir qui lui semble voisin du paysage et qui se déplace lorsqu'elle agit sur les manivelles. Pour effectuer la mise à l'échelle, il reste à mettre l'image en relief obtenue en accord avec les canevas de points géodésiques et de préparation. Ces points d'appui dont on connaît les coordonnées ont été reportés à l'avance sur la feuille de papier à dessin qui recevra le tracé de la future carte.
On identifie sur les clichés originaux les points des photographies qui ont été préparées sur le terrain, puis on s'assure que pour tous les points de contrôle, il y a correspondance entre leur position repérée sur la photo et celle reportée sur la future carte. Dès que ces opérations de mise en place sont terminées, le restituteur remplace le microscope par un crayon traceur. Il passe enfin à la restitution proprement dite, c'est-à-dire au tracé de la carte. En manœuvrant simultanément 3 commandes, 2 manivelles pour les coordonnées planimétriques et une pédale pour les altitudes, la restitutrice peut amener au contact du sol l'index de pointée stéréoscopique qu'elle voit dans sa lunette binoculaire et qu'elle déplace de manière à suivre les lignes du terrain ou filer les courbes de niveau. Ici, l'index suit le bord d'une route. Simultanément, le crayon traceur en dessine le contour. Et c'est ainsi que se dessine la carte, à une vitesse remarquable puisqu'on restitue aujourd'hui en 1 heure autant d'hectares que le topographe enlève en 1 journée. Et il sort actuellement des ateliers de restitution de l'IGN une carte au 20 millième par jour. L'IGN utilise de plus en plus la photographie aérienne et la photogrammétrie. La restitution est aujourd'hui une technique parfaitement au point et de grande précision. Aussi, l'Institut géographique national a-t-il été doté d'une centaine d'appareils de restitution installés dans de vastes ateliers où chacun a sa place et son rôle dans le cadre d'une organisation presque industrielle. Ce qui permet d'obtenir à la fois homogénéité de la qualité d'élevée et maximum d'économie dans l'exécution. La stéréominute, tel est le nom du document établi sur l'appareil de restitution, est dessinée au crayon. Elle doit être ensuite dessinée aux encres de couleur en représentant chaque élément de la carte restituée par un signe conventionnel afin d'obtenir un document de facture cartographique très facile à lire. C'est le travail de dessinateurs spécialisés ayant de sérieuses connaissances de topographie. Voici quelques exemples de signes conventionnels de la nouvelle carte de France au 20 millième. Après leur mise au net, les ébauches de cartes que nous avons vues sortir des ateliers de restitution sont devenues des documents cartographiques clairs et lisibles, images fidèles du terrain représenté. Bien entendu, ces documents ne comportent que ce qui a pu être enregistré sur les photographies aériennes. Il est donc nécessaire de retourner sur le terrain et de recueillir sur place les renseignements tels que nom de pays, de bois, de rivières, de hameaux, limites administratives, etc. Le topographe vérifiera également quelques cotes, il précisera l'identification de certains détails imperceptibles sur les photos, il complétera éventuellement certaines parties non restituées comme les zones d'ombre, les sous-bois,
les zones cachées par un petit nuage au moment de la prise de vue. Leur mission terminée, les topographes ramènent à Paris les stéréominutes complétées, documents originaux qu'il s'agit maintenant de reproduire en vue de la rédaction définitive du dessin. La reproduction de ces documents, toujours de grand format, a nécessité l'installation d'ateliers de photographie spécialisés. Dans une pièce appelée salle d'exposition, les documents à photographier sont placés sur un porte-modèle vertical, monté sur rail et éclairé par des lampes à arc. Face au modèle à reproduire, une cloison joue le rôle de porte-objectif et sert de séparation entre la salle d'exposition et une chambre laboratoire profonde de 10 mètres. Cette pièce constitue l'intérieur de l'appareil photographique. Le porte-cliché, suspendu à des rails, peut se déplacer le long d'échelles métriques et le photographe l'immobilise à une distance convenable de l'objectif, distance variable selon le rapport de l'agrandissement désiré. Du sujet à reproduire, éclairé au maximum par les lampes à arc, l'objectif donne sur un dépoli une image dont on vérifie les dimensions. On reproduit généralement les levés originaux à une échelle plus grande que celle de l'échelle de publication pour que le dessin en soit plus facile. Plusieurs commandes donnent la possibilité au photographe de modifier les positions respectives du porte-modèle et du porte-plaque afin d'obtenir sur le dépoli une image aux dimensions exigées à 1/10 de millimètre près. Après réglage du diaphragme de l'objectif, le dépoli est remplacé par un cliché qui sera exposé pendant quelques secondes, l'émulsion utilisée étant une émulsion lente. Pour ces temps de pause relativement longs, l'obturateur n'a pas besoin d'être compliqué, un simple volet en tient lieu. Après exposition, les clichés sont aussitôt développés dans des cuves installées à l'intérieur même des chambres. À partir du cliché négatif obtenu, on établira une planche qui permettra le tirage de plusieurs épreuves imprimées en bleu pâle sur du papier à dessin. Ces épreuves en bleu serviront de fond au dessin de la carte, dessin qui sera exécuté par couleurs séparées. Il faut en effet, pour imprimer un document en plusieurs couleurs, autant de planches d'impression qu'il y a de couleurs à reproduire. Pour la carte au 20 millième éditée en 4 couleurs, bistre, vert, bleu et noir, il faudra donc dessiner 4 planches différentes. C'est là un travail minutieux qui exige une formation spéciale que l'Institut géographique national donne aux artistes cartographes dans son école des sciences géographiques. École qui forme dans ses différentes divisions les cadres et les techniciens de l'IGN. Les artistes cartographes ont également la charge de tous les travaux de réduction de la carte de base au 20 millième en vue de l'établissement de nombreuses cartes à plus petite échelle. Quelques-uns de leurs travaux sont particulièrement spectaculaires, tels le dessin des planches des régions de haute montagne où les masses rocheuses sont dessinées sur une planche spéciale. Sur une autre planche, le figuré du terrain est rehaussé par un estompage, l'avis réalisé au pinceau dans l'hypothèse d'un éclairement venant du nord-ouest.
Lorsque les mouvements de terrain sont plus doux, un aérographe remplace le pinceau. Et par pulvérisation d'encre de Chine diluée, on obtient des demi-teintes qui complètent le premier lavis. Ces planches d'estompage sont destinées à rendre plus compréhensible la définition du relief donnée par les courbes de niveau, courbes qui relient tous les points du terrain ayant la même altitude. Revenons à la rédaction des 4 planches destinées à l'impression en 4 couleurs de la carte au 20 millième. Sur l'une des 4 épreuves, on dessine uniquement ce qui doit venir en bistre à l'impression, c'est-à-dire les courbes de niveau. On procédera de même pour les autres couleurs. L'exécution de tous ces travaux de rédaction doit être surveillée de très près pour que la facture de la carte ne varie pas d'une feuille à l'autre au gré du dessinateur et surtout pour que la précision initiale des levées soit régulièrement conservée. Sur la planche de la planimétrie, on a repassé à l'encre de Chine tous les traits qui devront venir en noir sur l'édition définitive, c'est-à-dire les voies ferrées, les routes et les constructions. On y ajoutera toutes les écritures préalablement imprimées sur un adhésif transparent ou sur du papier gommé. Sur la planche de noir figureront aussi tous les renseignements d'ordre administratif, les indications relatives à l'échelle de la carte et aussi une légende concernant les signes conventionnels. Après dessin à l'échelle du 15 millième, les 4 planches de bistre, de bleu, de vert et de noir vont être reproduites afin d'établir pour chacune une planche d'impression sur zinc au 20 millième. Là encore, l'Institut géographique national a dû installer de nombreux laboratoires comme ceux-ci, spécialement équipés pour les reproductions photomécaniques. Nous allons y assister à la reproduction d'une planche. Planche sur laquelle les bois et les cultures ont un dessin très marqué, ce qui nous permettra d'en mieux voir les détails au cours des opérations que nous allons suivre ensemble. Le cliché est une glace très plane, émulsionnée sur place au collodion quelques minutes avant l'utilisation. Après sensibilisation dans un bain de nitrate d'argent, il sera égoutté, puis exposé encore humide. Avec ce procédé particulier, on obtient des clichés dont la surface sensible, très peu rapide, permet de réaliser des reproductions de dessins de traits particulièrement nettes et contrastés. C'est ce que l'on recherche dans tous les travaux de reproduction cartographique. Après développement, nous obtiendrons un cliché dont les dimensions vont être vérifiées une nouvelle et dernière fois au 10e de millimètre. Ce cliché va subir également une série de contrôles et aussi de retouches. Certaines ombres, certaines taches seront grattées, certains traits malvenus à la photo seront reconstitués et on apportera quelques rectifications de dernière heure avant le report sur zinc de l'image de la carte. Puis il retournera au service des reproductions où, dans un atelier de photométallographie, on va le copier sur un zinc. Une feuille de zinc recouverte d'une couche sensible est placée sur le cliché dans un châssis pneumatique où zinc et cliché seront en contact.
Une insolation de quelques minutes à la lumière des arcs rend insoluble la couche sensible du zinc dans les parties non protégées par l'image du cliché. Après insolation, le zinc subira plusieurs traitements chimiques, à la suite desquels l'image, pour ainsi dire décalquée sur la feuille de zinc, sera gravée. Puis, lavé et séché, le zinc sera prêt à être utilisé pour l'impression. Supposons établi les planches d'impression correspondantes aux différentes couleurs d'une même carte. Elles sont envoyées au service de l'imprimerie, où l'on procède à un tirage d'essai sur une presse à contre-épreuve qui permet le report de l'image d'un zinc sur une feuille de papier. Si l'essai est concluant, les zincs sont remis à l'atelier des machines offset, atelier chargé des tirages en série, sur un papier qui a subi en laboratoire de nombreux essais. À chaque achat de papier, on prélève sur les rames livrées des échantillons qui sont soumis à des essais de pliage, de déchirure, de traction, de satinage, de jaunissement, d'aptitude à l'impression et quantité d'autres essais qui ont pour but l'étude des propriétés physiques et mécaniques du papier à utiliser. La précision, recherchée tout au long des opérations qui mènent à la naissance d'une carte, serait bien inutile si, au dernier stade de son établissement, on ne choisissait pour support un papier d'excellente qualité. Les planches d'impression sont placées sur le cylindre d'une machine à imprimer. Au cours de la rotation du cylindre, la planche sera humectée par un dispositif de mouillage et ancrée sous un jeu de rouleau. L'image du zinc sera décalquée sur un deuxième cylindre garni de caoutchouc qui reportera l'image sur la feuille de papier à imprimer. On placera successivement sur la machine les zincs correspondant aux planches de noir, de bistre, de bleu et de vert. Chaque feuille de la carte au 20 millième passera donc 4 fois sur la machine à imprimer, qui est réglée de manière à ce que les différentes impressions déposées successivement sur la feuille de papier se superposent exactement. Des margeurs automatiques guident le papier.
Ainsi, chaque année, sortent des machines 6 à 7 millions de cartes à toutes échelles, à une vitesse de l'ordre de 4000 exemplaires à l'heure. En 1955, pour imprimer 6 700 000 cartes, il a fallu utiliser 239 tonnes de papier et donner 34 millions de coups de presse. Toutes les cartes imprimées sont stockées dans de vastes magasins qui renferment plusieurs millions de cartes appartenant à des dizaines de milliers de coupures distinctes. Une cartothèque archive aussi tous les originaux d'élevés topographiques et phototopographiques, tous les documents techniques qui les accompagnent et toutes les planches de dessin rédigées. Elle abrite également dans ses 3 étages en sous-sol une collection admirable de 320 000 cartes, anciennes et modernes, de tous les pays du monde. Tous ces documents peuvent être consultés sur place et la plupart d'entre eux sont offerts au public dans un magasin de vente ouvert en plein centre de Paris, 107 rue La Boétie. Le visiteur qui, distraitement, parcourt les salles d'exposition, même s'il apprécie la qualité de clarté des documents qu'il a sous les yeux, et même s'il en reconnaît l'exactitude, est loin d'imaginer le nombre de précautions qu'il a fallu prendre et le nombre d'efforts qu'il a fallu déployer pour en arriver à ce résultat. L'IGN ne met pas seulement ses cartes à la disposition du public, celui-ci peut se procurer les photographies aériennes dont il a besoin, agrandies ou non, à la photothèque de l'avenue Pasteur à Saint-Mandé. L'IGN édite également quelques cartes en relief imprimées depuis peu sur matière plastique. Il détient dans ses collections divers plans en relief dont le plus important est celui du massif du Mont Blanc à l'échelle du 10 millième. Par ce film, nous nous sommes efforcés de vous montrer les différentes étapes de l'établissement d'une carte moderne et de vous faire connaître les travaux que l'Institut géographique national exécute actuellement dans la métropole et auxquels il consacre la part la plus importante de ses efforts. Cette vaste entreprise ne peut se développer harmonieusement qu'avec l'appui d'une opinion publique parfaitement éclairée sur l'utilité de ce travail de longue haleine et convaincue qu'elle est conduite avec méthode en faisant appel à toutes les ressources des techniques modernes. Grâce à cela, de nombreuses cartes à différentes échelles équipent le territoire de la France, dont plus d'un tiers déjà est couvert par la nouvelle carte de France au 20 millième, œuvre maîtresse de l'Institut géographique national.